Bon, bah, c'est super. Alors, je démarre tout de suite. Je vous préviens, ça va être assez intense. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, startup et analyse de données à l'ère du big data. Aujourd'hui, on se rend compte parce qu'on a tous des problématiques commerciales, d'automatisation des données, de gestion des données. Et finalement, on se rend compte que la donnée, c'est une source de valeur hyper importante. Alors, ce que je voulais vous dire en introduction, comme petit rappel, c'est que l'économie numérique se nourrit d'un volume de données croissant. Et ça, on le rencontre tous les jours aujourd'hui, qu'on soit directeur marketing, directeur commercial, directeur financier ou start-upper, chef d'entreprise. Les données deviennent de plus en plus importantes au point qu'on ne peut plus parler dans la presse d'infobésité. Voilà, donc rapide petit rappel, le digital est indissociable de la quantité de données. Donc, on n'est pas uniquement dans ce qui était auparavant de l'automatisation de processus, on est vraiment dans de la captation de données qui vont servir à de l'analyse de la prise de décision ou évidemment être la matière première des services et produits que vous allez donner. Quelques exemples aujourd'hui, vous avez des montres connectées en termes sur de l'Internet of Things qui permettent de rapidement savoir en fait avoir des données sur l'utilisateur, sur son comportement et en déduire des corrélations. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, d'application santé sans outils connectés qui captent cette donnée. Pareil, vous aviez des entreprises qui captaient des données sur des balances ou tout ce qui va être, on va dire, outils que vous pouvez vous mettre sur le corps pour mesurer des pulsations cardiaques. Mais au-delà en fait, de l'Internet of Things, c'est vraiment tout le monde des startups, y compris les 100% digitalisés, comme par exemple nous, qui utilisons des données au quotidien. Et le problème, c'est que ces données, à un moment donné, elles deviennent envahissantes. Nous vivons dans un monde où toutes les 60 secondes, vous avez 210 000 snaps qui sont envoyés, donc les réseaux sociaux qu'on utilise pour la prospection. Vous avez des heures et des heures de séries Netflix qui sont visionnées. Donc, potentiellement, comment est-ce que vous vous positionnez en termes de publicité display, comment vous analysez les comportements de vos segments marketing pour savoir, en termes de stratégie de vente, si potentiellement vous pouvez diffuser une publicité sur alors peut-être pas Netflix, mais des choses qui vont être liées et qui permettent à votre Google Ads de le cibler. Voilà. Vous avez énormément de SMS qui sont envoyés et on s'aperçoit qu'il y a une saturation des canaux de vente, notamment l'email, avec du coup le déploiement de nouveaux canaux, alors qu'il s'agisse de plateformes, typiquement par exemple YouTube et aujourd'hui le marketplace qui peut également être transformé en canal de vente puisqu'on est sur de la monétisation. De même, Amazon aujourd'hui va être considéré comme un canal de vente, mais le SMS que vous allez utiliser, finalement, c'est aussi un canal de vente, de même que le mail. Donc, à ce moment-là, on a aujourd'hui une multiplicité des canaux de vente. On parle d'omnicanalité avec des stratégies d'outbound marketing, SMS, email, appel direct et des stratégies d'inbound où vous allez faire venir les gens avec des contenus intéressants sur des blogs, par exemple, sur des pages de destination ou landing page, sur un site internet, sur un réseau social, des réseaux sociaux, avec du coup l'animation de différents canaux qui correspondent à différents segments. Donc, on a une complexité croissante et d'après IBM, 90% des données au monde ont été créées les 2 dernières années et ça va être exponentiel. Voilà. Hop, page suivante. Voilà. Donc, on est sur un modèle pour lequel la donnée est au cœur de la création de valeur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le business model Canva que vous voyez en bas à droite, mais clairement, ce qu'on peut dire, c'est que les leaders aujourd'hui se sont inspirés de ce modèle, de ce business model Canva type, en identifiant évidemment des propositions de valeur, puis des modèles sous la forme, par exemple, de freemium, qui permettaient de capter des données, de les stocker, de transformer cela en canaux d'acquisition pour des services, par exemple Google sur de la fourniture de services publicitaires, Amazon sur du référencement de produits et de l'hébergement cloud, Microsoft également sur de la captation de données d'utilisation pour proposer de nouveaux services, y compris en ligne. Et en fait, on s'aperçoit que cette captation de données, elle permet un profilage, que ce profilage, il est automatisé en termes de traitement de données, que ce traitement de données, il permet très rapidement de recibler et de proposer de nouvelles offres. Donc, c'est un sujet qui est assez complexe, qu'on aborde peu en startup, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et l'enjeu aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas de vous faire un cours descendant, mais c'est vraiment d'échanger. On est dans une démarche aujourd'hui assez encore expérimentale, avec plein de types de données. Classiquement, on oppose les données qualitatives qu'on va pouvoir retrouver au cours d'une étude de marché dans une enquête, mais surtout aujourd'hui, par exemple, sur des tests utilisateurs, qu'il s'agisse de la partie spécification, rédaction des cahiers des charges qui vont être de plus en plus visuels
et qu'on va pouvoir réaliser sous la forme d'écrans, type des mock-ups. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un mock-up, mais en fait, c'est des écrans qu'on va designer, donc un site Internet, sauf qu'il n'est pas hébergé, sauf qu'il n'est pas codé. On est uniquement dans une partie graphique, sauf qu'on est capable de simuler en fait, la navigation et avec des outils de mesurer en fait, l'intérêt des utilisateurs et leur compréhension du parcours utilisateur. Donc ça, en fait, c'est de la donnée. De même, par exemple, toujours au niveau qualitatif, des outils tels que Hotjar vont vous permettre d'enregistrer, c'est comme si vous mettiez une cassette vidéo ou une VHS, pour enregistrer le comportement d'un utilisateur. Donc, vous êtes derrière son écran et vous le voyez intervenir. Et puis, vous avez évidemment plein d'outils d'analyse quantitative. Et aujourd'hui, on va un peu se centrer là-dessus, justement. Donc, l'enjeu, vous voyez, c'est tout ce que le règlement général à la protection des données appelle la captation, le stockage, l'accès et le traitement des données. C'est vraiment des termes qui sont au cœur en fait, de ce règlement général à la protection des données et qui reposent en fait, complètement sur l'essor du cloud qui va permettre en fait, ce stockage. Vous voyez à droite des informations qui viennent en fait, de sources statistiques, Statista Digital Economy, montre qu'en fait, on a une accélération du volume de données créées, c'est ce que je vous disais à l'instant en introduction. De même, en dessous, vous voyez que le public cloud augmente au fur et à mesure et de manière exponentielle aux dépens des data centers d'entreprise. Donc, on est de plus en plus vers de l'exportation de données dans le cloud parce que la gestion des données devient un enjeu majeur. Et on a une croissance extrêmement importante de l'ensemble justement de ces données avec une réflexion qui concerne la souveraineté de l'entreprise, la compréhension de ces traitements et différentes stratégies qui sont en train de se mettre en œuvre, notamment au niveau européen, à travers la mise en œuvre du règlement général à la protection des données. Donc, vous voyez que le Sénat, par exemple, s'intéresse de près à la question, puisqu'il aborde le cloud dans un rapport intitulé « La cybersécurité des entreprises, prévenir et guérir quels remèdes contre les cybervirus » et qui met l'accent sur l'explosion justement de ces données et de l'utilisation du cloud. Près de 90% des entreprises utilisent des logiciels en mode SaaS, et vous savez qu'en fait, le SaaS fonctionne à partir du cloud, c'est-à-dire que les données sont stockées dans le nuage, et 76% aujourd'hui, et près de la moitié, prévoient en fait de transférer toutes leurs données d'ici 2 ans dans le cloud. En fait, ce qu'il faut comprendre, et là, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, mais c'est qu'on est passé d'une vision de l'entreprise qui était centrée sur ses forces avec son propre IT et sa propre direction des services d'information à une logique beaucoup plus transverse où finalement l'organisation classique de l'entreprise par processus, elle est de plus en plus remplacée par une vision des workflows de données qui vont alimenter l'ensemble de l'entreprise. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de maîtriser cette donnée de bout en bout, c'est-à-dire de sa captation avec une stratégie de captation à son retraitement qui va pouvoir alimenter des tableaux de bord décisionnels ou bien des actions qu'on va appeler des actions automatisées ou semi-automatisées et en bout de course aussi des questions qui vont être liées au stockage de ces données, à leur archivage, à leur destruction. Également des enjeux qui vont concerner l'accès de la personne à ces données, c'est-à-dire que votre utilisateur, votre user, qu'il s'agisse d'un client ou d'un early adopter, qu'il s'agisse d'un client en freemium potentiel, d'un prospect ou d'un client effectif, il doit pouvoir accéder à son espace et pouvoir modifier, transformer, supprimer, rectifier, voire demander le transfert de ces données. C'est une obligation légale depuis la mise en œuvre du règlement général à la protection des données. Donc, modifier, avoir accès finalement à cette donnée qui lui appartient et dont les entreprises aujourd'hui ne sont que les destinataires et pouvoir potentiellement impacter vos bases de données. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Vous me dites si je vais trop vite parce que j'essaye de simplifier, mais je voudrais bien avoir dans la partie discussion votre tour. Vous n'avez pas de questions? Ok. Elisabeth, est-ce que je peux savoir ce que vous faites aujourd'hui? Pareil, Vanessa, Grégoire, pour comprendre et m'adapter un petit peu à adapter un peu mon discours. Voilà, si vous pouvez me dire en 2 mots pourquoi vous suivez le webinaire aujourd'hui, comme ça, parce qu'on va rentrer dans des choses un petit peu techniques et je veux adapter mon discours en fonction. Marque de boisson. OK. Je suis directrice stratégie dans une start-up. Nous produisons. OK. Impeccable.
Alors, je ne sais pas pourquoi Antoine s'est connecté, mais c'est très bien. Comment générer du trafic sur mon site web? Ok, donc on a des start-upers, des directeurs de stratégie dans des startups sur de la réalité augmentée et des personnes sur du food et du marketing. C'est très bien. Donc, ce qui est important, alors nous, on a une analyse un petit peu atypique, si vous voulez. C'est que le règlement général à la protection des données, il est aujourd'hui vu par les entreprises comme une contrainte. Il est vu comme une contrainte avec des risques de pénalité, d'amende par les autorités de contrôle qui sont restées nationales. En France, il s'agit de la CNIL, la Commission nationale information et liberté, qui menace les personnes qui ne respectent pas ce règlement de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, on est sur une sanction énorme qui a fait réagir les entreprises et les a mis en ordre de bataille. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le règlement général à la protection des données, donc un règlement de nature européen qui a de nature légale, voire supralégale d'ailleurs, et qui est aujourd'hui applicable par toutes les entreprises depuis 2018, il donne une carte de route, une carte à suivre, un plan de route, pardon, pour organiser ses données et sa stratégie de données dans l'entreprise. Ce règlement, ce qui est intéressant, c'est qu'il définit en fait deux choses. Il définit que les données appartiennent aux individus. Donc, on est a priori sur des modèles qui favorisent le B2C, puisqu'en fait, on va être sur du customer centricity. Alors, je m'excuse par avance pour les simplifications de langage. Mais si on est sur du customer centricity, c'est-à-dire si on se centre en fait sur l'individu pour analyser ses données et ensuite aller chercher des prospects qui correspondent, on est par nature sur une activité qui ressemble davantage à du B2C qu'à du B2B. De même, les modifications, elles interviennent sur donc ces nouveaux droits qui font que les données, vous n'en êtes que les dépositaires. En étant les dépositaires, on est obligé de réfléchir à des processus, des workflows qui vont permettre de traiter ces données qu'on capte et qu'on stocke de manière automatisée. Et en fait, ça pousse à une réflexion d'ensemble, et c'est là que le règlement est intéressant, sur comment je capte ces données, quelles sont mes stratégies, comment elles sont retraitées et de manière le plus souvent automatisée, pour me permettre de gagner du temps dans l'analyse. Donc, ça va être une analyse également plus ou moins automatisée grâce au big data. Et là, je fais une parenthèse, mais le big data aujourd'hui à l'ère du web, vous n'avez pas besoin d'être data scientist pour pouvoir l'utiliser. Il suffit d'utiliser des outils qui mettent en place des algorithmes de l'intelligence artificielle pour vous aider dans ces analyses à travers différentes courbes et données actualisées en temps réel. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des stratégies qui vont complètement changer la structure de votre entreprise. Et si on simplifie finalement, quelle que soit la nature d'une entreprise, à l'ère du digital, c'est une énorme boîte noire qui stocke des données et les retraite au profit de la satisfaction de ses clients. Donc, vous voyez que le règlement il met en avant différentes modalités sur ces données, notamment l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, le rapprochement ou l'interconnexion et le verrouillage. Et on va voir dans un instant ce que ça signifie en langage startup. Donc, je vous ai proposé un mapping ici. Et là, à nouveau, je vais m'arrêter 2 minutes pour voir un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, donc dans l'e-santé pour Vanessa, ou voilà, dans le food. Voilà. N'hésitez pas à me… Comment générer du trafic, conseils comme outils à utiliser. Yes, on va y arriver dans un instant. Mais pour l'instant, je voudrais savoir aujourd'hui ce que vous faites avec ces données. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie de données? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Comment est-ce que les données sont partagées dans votre entreprise? Est-ce que vous avez des réflexions sur ces problématiques-là ou est-ce que, par exemple, c'est vu comme des sujets purement techniques? C'est une question. Est-ce que vous pouvez me répondre potentiellement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une stratégie de données? Trop tôt, je suis en développement de start-up. D'accord? Donc, on est au démarrage. OK. Donc, alors, pour répondre à Grégoire et à Vanessa, en fait, c'est une erreur de penser qu'on est obligé d'avoir des données pour traiter de la donnée. Ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, on a deux types de données et ces données, on les a à foison. On a des données d'ordre qualitatif et des données d'ordre quantitatif.
Il faut vraiment avoir en tête que quand on parle de données, on parle des deux ensembles. Les données d'ordre qualitatif, ça peut être par exemple des likes sur les réseaux sociaux, des messages qui vont être reçus d'intérêt, des nombres de connexions sur différents canaux, Twitter, LinkedIn. Ça peut être l'usage par des early adopters avec des enregistrements qui montrent la manière dont ils l'utilisent. Bref, en réalité, le modèle qu'a créé la Silicon Valley sur l'analyse des données, ce modèle Lean Startup, il vous permet, dès le démarrage, d'avoir des données. Et en ce sens qu'on parle en fait de persona. Petite digression, un persona, c'est une réinterprétation d'un segment marketing, c'est-à-dire la capacité à identifier des caractéristiques. Alors Vanessa, je pensais que vous parliez des données liées à la connexion de l'outil commercialisé. Je n'ai pas bien compris votre question, Vanessa. Je n'ai pas tout à fait compris la question, mais je vais essayer de répondre quand même. Oui, on est là sur tout type de données. Donc, on va voir dans un instant que l'entreprise, classiquement, elle est organisée par processus. Il y a des grands processus métiers que vient bouleverser en fait cette nouvelle économie de la donnée. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait que le règlement général à la protection des données, il vous permet de mapper et en sous-jacent, en filigrane, de définir vous-même une stratégie par rapport à ces nouvelles obligations et à ce que le règlement révèle. Oui, ça marche, Vanessa. Donc, Vanessa me demande, en fait, elle me pose la question, je pensais que vous parliez des données aujourd'hui, des données qui sont captées via l'outil commercial. En fait, une startup, c'est une énorme machine à capter des données, une petite machine à capter des données. Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde, il n'y a encore pas longtemps, pour créer une machine à traiter des données, il fallait avoir beaucoup d'argent. On devait se lancer dans quelque chose de complexe avec un outil qu'on développait en général de manière native ou l'achat de logiciels très cher. Le digital, en fait, a créé un immense parc applicatif avec des possibilités d'interconnexion, comme on va le voir d'ici un instant. Mais pour comprendre cela, il faut déjà se rendre compte que l'entreprise, la startup, elle évolue en même temps que son business. Donc, le Lean Startup, finalement, il s'appuie sur 3 phases clés dans la vie de l'entreprise, le product fit, le market fit et la scalabilité. Le product fit, c'est l'adéquation entre un problème et une solution que vous allez proposer sous la forme d'une offre de valeur unique, ce qu'on appelle la UVP en anglais, Unique Value Proposition. Et le market fit, c'est finalement la capacité de l'entreprise à traiter les demandes croissantes avec une organisation liée. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette partie market fit, c'est que l'automatisation de nombreuses tâches est indispensable. Ça suppose en fait d'avoir une vision claire à la fois de cette vision évolutive, donc d'être agile dans l'entreprise, et ensuite de ce qu'on veut faire. Le règlement général à la protection des données, par exemple, il réfléchit en finalité. L'enjeu, par exemple, dans un registre des traitements, lorsque vous nommez un délégué à la protection des données, c'est de définir, c'est de regrouper tous les traitements que vous allez réaliser, d'avoir des responsables de traitement pour chacun des traitements, de décrire le traitement et sa finalité, avec des mentions, par exemple, sur l'archivage de la donnée et la manière dont elle va être traitée. Je vous demande vraiment de vous concentrer là-dessus et je répondrai aux questions après s'il y en a. Et je pense qu'il va y en avoir parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Mais globalement, l'important, c'est vraiment de définir les finalités de la donnée et de comprendre qu'en fait, les données vont être de nature différente au fur et à mesure de l'évolution de la vie de l'entreprise. Évidemment que quand on est dans une phase de scalabilité, on a énormément de données quantitatives qui vont arriver puisqu'on est justement, scalabilité, ça veut dire croissance rapide, dans une croissance rapide du nombre d'utilisateurs et donc on va pouvoir opérer des statistiques, lancer des algorithmes de plus en plus puissants. Néanmoins, quand on est dans une phase d'amorçage, notamment sur la partie product fit, on est également dans l'appréhension de données, de la captation de données d'ordre plutôt qualitatif. C'est ce que je vous disais en introduction tout à l'heure. Vous avez plein d'outils, notamment les réseaux sociaux, les outils de test utilisateurs lors de la rédaction des spécifications. Aujourd'hui, on ne rédige plus des cahiers des charges. Grâce à l'UX UI, on est passé sur un autre niveau de maturité. On va pouvoir créer en fait des prototypes qui vont permettre de tester en fait l'intérêt des utilisateurs et leur comportement.
Et là, vous êtes plutôt dans des enjeux de nature enregistrement, de réalisation. Donc, finalement, l'ancien monde qui définissait que les données qualitatives, c'était par exemple la phase d'étude de marché pendant laquelle on allait mener des enquêtes, ou bien la phase aval avec des enquêtes de satisfaction, mais il existe toujours les enquêtes de satisfaction, les enquêtes d'intérêt, à partir de questionnaires, par exemple, créés par Typeform, vous pouvez toujours les mener. Vous pouvez surtout aller un cran plus loin et tester en fait un produit qui n'existe pas. Donner l'impression. En anglais, on appelle ça le fake it until you make it, c'est-à-dire faire semblant jusqu'à ce qu'on réalise. Et finalement, un prototype parfait de startup, c'est quelque chose qui, au-delà même de cette spécification cahier des charges, existe. Vous pouvez rendre le service avec des actions manuelles derrière. Je vous donne un exemple très concret. Si demain, c'est une histoire réelle, si demain, je décide de créer une… J'étais consultant. Voilà, je vous raconte une histoire réelle. J'étais consultant et quand j'étais consultant, on faisait du data crunching, c'est-à-dire qu'on récupérait des données clients de fichiers divers qu'on était obligé de retraiter pour les mettre en harmonie et par exemple recréer une base de données prospects, une base de données clients ou une base de données du personnel. Ça prenait du temps et vous avez et c'était pas si simple. Le fichier prospection, classiquement en startup, ça a été un véritable problème, un casse-tête parce qu'on voulait récupérer en fait des leads, c'est-à-dire des personnes qui correspondaient à nos segments marketing, à nos personas, et on voulait pouvoir les cibler, on voulait pouvoir faire de plus en plus d'analyses et surtout créer en fait des bases avec des mails à l'intérieur, avec des numéros de téléphone pour pouvoir contacter directement ces personnes-là. Vous avez une entreprise, dont je ne citerai pas le nom, qui a eu une idée géniale, c'était de créer une page de destination, ce qu'on appelle en startup une landing page, dans laquelle vous glissiez vos fichiers Excel que vous vouliez retraiter. Et eux, en fait, par différents moyens de data crunching classiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appris à retraiter ces fichiers-là. Et progressivement, cette opération qui était invisible pour l'utilisateur, il mettait son fichier et 1 heure ou 2 heures plus tard, il récupérait son fichier agrémenté d'adresses mail. Ça, en fait, pour tous ceux qui ont déjà fait un petit peu de data crunching, c'est de la réflexion sur, on va dire, des concaténés qui vont permettre d'ajouter des formats de mail classiques et ensuite de les injecter dans des bases, par exemple, pour vérifier si ces mails sont bons ou pas. Effectivement, ça peut se faire en 1 heure et ça se fait de manière manuelle. Cette entreprise s'est rendue compte qu'il y avait un vrai besoin et donc progressivement a créé des API pour enregistrer, automatiser les actions qu'il réalisait manuellement jusqu'à ce que ce soit 100% automatisé. On est donc passé d'une partie qui était product fit à une partie qui était market fit, d'une partie où on avait peu de données et on était plutôt dans l'identification des centres d'intérêt, comprendre ce que vraiment les clients attendaient. Est-ce qu'ils attendent le numéro de téléphone et l'email, par exemple? Est-ce qu'ils attendent 100% des emails ou est-ce qu'ils acceptent de n'en avoir qu'une partie? Quel est, par exemple, le délai à partir duquel ils vous font plus ou moins confiance? Et d'autre part, bien un test sur le business model, et d'autre part, le market fit, c'est-à-dire cette deuxième étape qui permet vraiment d'automatiser pour monter en compétences et préparer la scalabilité. Je vais répondre aux questions parce que c'était assez intense. Je dois vous quitter. Ah, c'est très dommage, Elisabeth, parce que c'est maintenant que ça va commencer, en fait. Donc, vous voyez que, par exemple, tout ce qui est enregistrement de données en startup, c'est ce qu'on va appeler du stockage. Tout ce qui va être organisation, c'est ce qui va être l'archivage, l'automatisation de la durée de vie des données. Tout ce qui va être conservation, c'est également quelque chose qui est défini légalement. Vous pouvez consulter le site de la CNIL et c'est lié aujourd'hui au règlement général à la protection des données et à la nature de la donnée. On ne garde pas des données, par exemple, pour le fisc aussi longtemps que des données clients, par exemple. Les données dans la santé ont leurs propres règles et je crois d'ailleurs qu'il y a un code d'éthique qui vient de sortir au niveau un guide des bonnes pratiques qui a été édité par la CNIL. Vous avez des questions qui vont être des questions d'adaptation par rapport aux données, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, en donnant la possibilité à un utilisateur d'accéder à son espace client et d'impacter directement les bases de données en modifiant par exemple son profil, ses paramètres, le numéro de sa carte de crédit, la manière dont on veut payer en remplaçant sa carte de crédit par PayPal, en modifiant sa date de naissance si on n'a pas envie de la donner, en modifiant son adresse mail. Je vous rappelle qu'il n'y a encore pas longtemps, vous avez pas mal de plateformes dans lesquelles ce n'était pas possible de modifier son adresse mail initiale, dans lesquelles ce n'était pas possible de supprimer sa carte de crédit, de supprimer son compte, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous êtes au démarrage de votre entreprise, c'est un cadeau que vous vous faites parce que vous avez encore la possibilité de réfléchir à toutes ces situations. Communication par transmission-diffusion, on va être sur plusieurs niveaux d'analyse. Vous avez effectivement la partie accès utilisateur, donc il communique ses données, il doit pouvoir les importer par exemple sous la forme de fichiers. Alors un exemple,
Une facture, c'est une donnée personnelle, puisque vous avez un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse mail, une adresse physique, et l'utilisateur, il doit pouvoir importer sa facture. Il n'y a encore pas longtemps, toutes les plateformes ne permettaient pas de le faire, ils vous envoyaient un reçu, c'était parfois aléatoire, vous avez des difficultés à pouvoir suivre ce type de choses. Donc, c'est aussi communication-transmission, la question de l'automatisation en fait, des données. Et on va voir dans un instant, je vois des gens qui partent et c'est très dommage parce qu'on ne peut pas comprendre ce que je raconte sans écouter ce préalable, mais des questions d'automatisation sous la forme de séquences, sous la forme de workflow, qui vont permettre en fait de réfléchir à la manière dont on va gagner en gain de productivité pour passer du product fit au market fit et plus tard à la scalabilité. Voilà, donc je passe un petit peu plus brièvement. Le principe directeur du coup d'une réflexion sur les données, ça va être avant tout réfléchir à la proposition de valeur unique et à la validation du problème-solution. C'est ce qu'on va appeler le product fit. La réflexion par finalité, c'est ce que met en avant le règlement général à la protection des données qui demande aux délégués et aux responsables de traitement de réfléchir et de mapper les finalités. Qu'est-ce que vous allez faire avec une donnée et de quelles données est-ce qu'on parle? On va le voir dans un instant. Réflexion par architecture. Donc là, l'enjeu, c'est de comprendre qu'on est dans un parc applicatif élargi qui démarre sur des outils internes natifs, par exemple un logiciel ou un intranet, et qui va progressivement aller vers de l'externe. Ça va être le parc applicatif, votre Google Drive, par exemple, Microsoft One, l'utilisation de MailChimp pour vos mails marketing, c'est une réflexion sur votre architecture également. Donc, on est sur une réflexion de l'architecture élargie. Et c'est un peu l'erreur que font les startups en général, c'est de considérer qu'ils vont construire le produit magique, là où en fait le Lean Startup met l'accent sur One Key Feature. L'enjeu, c'est vraiment de définir un outil le plus petit possible qui répond à un problème en apportant une solution, quitte à ce que vous vous connectiez à un ensemble de solutions qui ont été développées et qui aujourd'hui vous permettent d'avoir accès à des potentialités extraordinaires pour un coût relativement modique. Et puis enfin, c'est là que je voulais en venir, on a une réflexion sur les modes utilisatoires. À partir du moment où on sait ce qu'on veut faire de la donnée et comment on va la traiter, il s'agit de mettre tout ça en œuvre. Donc, comprendre les bases de données, le stockage et le traitement, ça implique d'avoir une vraie réflexion en amont sur ce que sont les processus d'entreprise. Parce qu'en fait, au bout de ces processus, vous avez en général des fichiers clients pour ce qui est de comprendre, pardon, je ne l'ai pas mis au bon endroit, pour ce qui est de comprendre les clients et leur suivi, des fichiers prospects pour ce qui va être justement la promotion et la vente, des fichiers benchmark pour ce qui va être la veille et l'analyse de la concurrence, des enquêtes de satisfaction pour suivre les clients en aval une fois que la prestation est achevée et pouvoir éventuellement leur reproposer quelque chose, comprendre les retours utilisateurs, ce qui va améliorer votre produit et vous permettre de mieux le concevoir, comprendre les refus et annulations à nouveau dans les suivis de clients, mais également dans l'alimentation des personnes qui sont dans l'innovation et la construction du produit, vos product owners. Bref, on va avoir énormément de fichiers, y compris sur les fonctions administratives. Par exemple, les finances vont vouloir anticiper le pipeline et attendre en fait que vous ayez une conjonction de données avec l'équipe commerciale. Vous savez, par exemple, en comptabilité, je fais un rapide intermède, mais en comptabilité, on ne considère qu'une vente est réalisée qu'à partir du moment où elle est encaissée, ou au minimum à partir du moment où la facture est émise, elle est souvent encaissée. Donc, quand vous discutez avec votre expert comptable, par exemple, sur votre pipeline, lui, il va vous dire, par exemple, que vous avez fait un excellent mois d'août, alors qu'en fait, vous aviez fait un très bon mois de juillet, parce que vous avez un décalage entre le moment de la prestation et l'encaissement. Alors qu'au niveau commercial, ce qu'on va regarder, c'est la signature du contrat. Est-ce qu'on a signé un deal ou pas? Et la question du recouvrement, la question des annulations, elle va venir dans un deuxième temps. Donc, l'enjeu, c'est plutôt de montrer qu'il y a une dynamique. Donc, ce qui est intéressant pour la finance, c'est d'avoir finalement ces deux versions. La version « j'ai signé plein de contrats » et la version « j'ai encaissé de l'argent ». La version « j'ai signé des contrats », c'est ce qu'on appelle un pipeline et c'est ce que vous pouvez gérer de manière automatisée, justement, à partir du moment où vous avez capté cette donnée, c'est-à-dire à partir du moment où vous faites du mapping entre une vente, une offre, un prix. Et c'est aujourd'hui des choses qui sont possibles dans l'univers des startups à des coûts relativement modestes. Puis enfin, vous avez la question du fichier du personnel, mais là, qui est un petit peu à part et qui également est en grande partie, s'appuie en grande partie aujourd'hui sur des automatisations via des workflows. Alors, petit rappel, un workflow, c'est l'automatisation d'un certain nombre de tâches. On a, par exemple, une action qui va déclencher quelque chose.
Typiquement, le fait de m'inscrire à une newsletter, le fait de m'inscrire dans tel ou tel parcours client vont permettre d'envoyer un certain nombre d'informations à la personne sous des canaux divers, réseaux sociaux, email, SMS, appels commerciaux, et ainsi de suite. Vous voyez que les fichiers Excel qu'on utilisait il n'y a encore pas très longtemps pour toutes les phases et qui sont encore beaucoup utilisés dans le fonctionnement d'une entreprise, ces fichiers qui captent des données, en réalité, l'enjeu, c'est de les injecter dans des bases. Alors, je dis des bases, ça pourrait très bien être une base, mais vous savez que pour des questions justement liées au règlement général à la protection des données, comme il y a des risques de failles, on met en place des stratégies de plus en plus de cybersécurité qui visent à multiplier les bases de données. D'ailleurs, ça permet aussi d'améliorer le mode de fonctionnement de votre entreprise en ayant plus de rapidité. Donc, vous avez plus de sécurité, plus de rapidité, plus de modes de stockage et vous, plus de sérénité également. Qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Une base de données, classiquement, c'était quelque chose qu'on stockait. Je vous ai donné l'exemple du fichier Excel. Il faut vraiment le garder comme ça. Vous avez des bases de données qui sont locales sur des serveurs locaux. Avec l'explosion du cloud, dont je vous ai parlé en introduction, c'est vrai qu'on a eu tendance à stocker ces bases de données dans le nuage pour des questions de praticité, de coût et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'une base de données aujourd'hui, elle est hébergée sur un serveur? Oui. Mais de quoi parle-t-on et est-ce que c'est accessible aux startups? En fait, aujourd'hui, ça, c'est une vision très technique. Et je pense qu'il ne faut pas réfléchir de cette manière-là pour être opérationnel en mode startup. Grégoire, si vous avez une seconde, vous avez aujourd'hui la possibilité d'héberger en fait toutes ces bases de données sur différents parcs applicatifs qui reposent justement sur ce cloud. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais vos fichiers de prospection client, que vous allez en fait automatiser en les captant, par exemple, avec un outil tel que Mailchimp, vont vous permettre d'héberger ces données et de déclencher des workflows, c'est-à-dire un ensemble de tâches qui vont être automatisées. Comment est-ce qu'on déclenche un workflow? Typiquement, on peut le faire à travers l'utilisation d'API, c'est-à-dire de l'appel d'informations vers un autre serveur. On peut le mettre en place sous la forme d'outils tels que Zapier, qui permet de déclencher automatiquement la captation d'informations et le déclenchement de tâches. Par exemple, vous pouvez connecter des outils qui, a priori, ne se parlent pas en créant ce qu'on appelle de l'intégration. Ça veut dire qu'un outil tel que Zoom, vous pouvez le connecter directement avec votre Outlook pour déclencher des rendez-vous automatiques et votre agenda, Google Agenda. Ce qui veut dire qu'une personne qui va réserver quelque chose suite à un de vos mails, elle reçoit un mail, elle a votre message commercial. En bas du message commercial, il y a prendre un rendez-vous. La personne clique sur la prise de rendez-vous. C'est inscrit automatiquement dans votre Google Agenda et ça vous permet automatiquement d'avoir une réunion avec un numéro de conférence Zoom qui va être enregistré. Et potentiellement, avec Zapier, vous pouvez déclencher l'automatisation d'une tâche qui va envoyer cette vidéo une fois qu'elle est enregistrée dans votre outil dans votre outil collaboratif Slack, par exemple. Et toute votre équipe commerciale va être informée, pouvoir éventuellement revoir la réunion et éventuellement capter de la donnée qualitative cette fois-ci. Voilà, c'est très dense ce que je vous dis, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, c'est des webinaires, donc l'enjeu, c'est de rester dans un temps donné, mais si vous vous inscrivez à nos formations, vous en saurez évidemment beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces données qu'on stocke à travers des parcs applicatifs qui reposent sur du cloud et qui, une fois stockés, permettent de déclencher des workflows, d'utiliser des API qui vont eux-mêmes déclencher des workflows ou de déclencher des séquences. Là, ça permet en fait, par exemple, d'améliorer la relation client. Et là, je vais vous raconter des petits user stories. Alors, les user stories, c'est ce qu'on va utiliser également, comme par hasard, dans le développement agile, Scrum, pour pouvoir décrire ce qu'on va attendre. Quand vous développez, vous partez de la finalité, ce que décrit le règlement général à la protection des données, et puis vous allez aller vers la définition d'attente pour l'équipe de développement informatique. Donc, en relation client, ça donne « je souhaite suivre mes consommateurs tout au long de leur cycle de vie ». Un cycle de vie de consommation, je vous rappelle que ça va être par exemple j'ai un prospect, ce prospect a marqué un intérêt, donc j'ai réussi à l'activer, cette activation a déclenché de la rétention, je sais que cette personne revient régulièrement, donc potentiellement ça peut devenir un client. Et puis une fois que c'est devenu un client, il va pouvoir me recommander ce qu'on appelle dans les tunnels de vente la phase de referral,
et il va pouvoir déclencher des actions et je vais pouvoir le suivre, par exemple, en lui envoyant des actions type des SMS ou des mails, peut-être 3, 4, 5 mois après qu'il soit paru, en fonction de son profil, donc en fonction, par exemple, du produit, de la gamme de produits dont il était client et de la notation qu'il m'a donnée dans son enquête de satisfaction. Et je vais pouvoir potentiellement regagner ce client, le faire réadhérer, reconsommer à mon offre. Une autre histoire que je peux vous raconter, c'est la prospection. Je souhaite capitaliser automatiquement sur les segments, par exemple, les segments marketing, pour identifier, automatiser des prospects aux caractéristiques similaires et déclencher des actions commerciales sous la forme d'appels ciblés. À ce moment-là, je vais automatiser au sein, par exemple, de mon CRM ou de ma plateforme marketing, un workflow, avec au démarrage du workflow, donc un workflow, c'est une série d'étapes qui vont me permettre de définir une action. Telle personne a souscrit sur ce formulaire, cette landing page, cette newsletter, et j'ai envie que ça déclenche telle ou telle action derrière, notamment que ça prévienne mon équipe commerciale que cette personne s'est inscrite pour qu'on puisse la recontacter derrière. Vous voyez aussi que tous ces modes de captation, sous la forme notamment de formulaires, de landing page, vont vous permettre de capter des données sans faire des grands formulaires. Alors, je me rappelle d'une startup, par exemple, qui avait besoin d'avoir des analytics incroyables et de créer des tableaux de bord merveilleux. Du coup, pendant 1 heure, on passait 1 heure à répondre à des questionnaires qui étaient sans fin. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si vous voulez des données, il faut les construire au fur et à mesure. C'est là où la stratégie de données, elle n'est pas technique, elle est vraiment commerciale ou marketing. C'est à vous de vous poser la question de comment je vais aller les capter, ces données. Est-ce que je vais les capter sous la forme, par exemple, d'une newsletter pour avoir un mail, et puis à partir du moment où j'ai un mail, je vais essayer d'envoyer un questionnaire un petit peu plus tard qui va me permettre de capter des données telles que l'âge, le sexe, éventuellement la zone géographique, le niveau de diplôme, la taille de l'entreprise où la personne travaille, son secteur d'activité, sa fonction, et tout ce qui va permettre en fait de mieux connaître votre personne, votre persona, sous la forme d'un mix entre des critères de segment marketing classique et des critères de préférence cognitive, préférence affective. Par exemple, je sais que si une personne elle aime bien mon blog, c'est qu'elle aime lire a priori, et elle aime ce type d'information. Au contraire, une personne qui s'y est jamais connectée, peut-être qu'elle préférera recevoir des mails avec des vidéos à l'intérieur qui vont me permettre de créer plus d'empathie. Bref, marketing, je souhaite créer de nouvelles offres et mesurer l'intérêt de mes consommateurs. Je vais donc créer une page de destination sous la forme d'un WordPress en utilisant Mailchimp, en utilisant Salesforce, et je vais faire en sorte d'avoir des indicateurs de performance sur l'efficacité de ma campagne. Donc, ces indicateurs, ils peuvent être très simples. Si vous avez peu de moyens, vous pouvez tout de suite travailler sur Google Analytics. Mais en fait, aujourd'hui, même si vous avez peu de moyens, toutes ces plateformes de génération de sites Internet vous permettent d'avoir de l'analytics induit. En utilisant WordPress, vous avez tout un système de plugins qui vous permettent de vous relier, de vous connecter à des plateformes d'analytics telles que Google Analytics, telles que Google Ads, telles que Mailchimp, telles que Salesforce, telles que HubSpot. Voilà. La stratégie, donc, elle est vraiment fondamentale, la stratégie de captation de données, et elle est transverse. Elle vous permet de mesurer l'efficacité de votre organisation, organisation commerciale, organisation marketing, produits que vous avez créés et services liés, par exemple le coût de la plateforme versus ce que ça va vous rapporter, et potentiellement de vous mettre en adéquation le bas du business model Canva, c'est-à-dire le rapport entre le revenu et les coûts. Et ça donne ça. Ça donne en fait tout un ensemble de tableaux de bord plus ou moins automatisés. Aujourd'hui, nous, on reste une startup à taille humaine. Comme de nombreuses startups, c'est un sujet de pouvoir avoir des aides à la décision. Donc, au-delà en fait de ces workflows qui vont impacter vos processus et vous permettre de rentrer en relation avec vos collaborateurs ou vos prospects, on va avoir en fait toute une partie analytique qui va alimenter la stratégie de l'entreprise, sa direction, pour lui donner en fait en temps réel des indications. Et vous voyez que ça fonctionne en entonnoir. On peut par exemple ici voir les résultats d'une campagne mensuelle qui permet d'analyser tous les canaux de vente, d'identifier par exemple le degré d'interaction. Donc là, on est vraiment sur un canal de vente qui permet d'identifier la capacité d'acquisition, la capacité d'activation et le coût potentiellement. Ça permet par exemple de faire des ratios et ensuite de mesurer l'efficacité de sa startup au fur et à mesure. Et puis, quand on déplie
en fait ces draps de lit, on va pouvoir aller sur des notions de plus en plus fines jusqu'à des notions de nature commerciale en identifiant les personnes, prospects, leads qui ont été identifiés. À partir de là, on peut alimenter par exemple le marketing, la relation client pour déclencher des campagnes, en savoir plus, recapter de la donnée qualitative pour encore mieux connaître ses prospects et adapter ses accroches, ses campagnes, ses landing pages, ses messages, ses offres et ainsi de suite. Et vous voyez que la boucle est bouclée et on a créé un cycle. Alors pour conclure, ça ressemble à quoi tout ça? Là, vous voyez, on reprend nos bases de données sous la forme de fichiers qu'on aimerait avoir en sortie et on regarde comment est-ce qu'on peut les automatiser. Aujourd'hui, vous avez de multiples possibilités sous la forme de ces workflows qui peuvent être intégrés dans des outils natifs tels que les CRM, HubSpot ou Salesforce, les plateformes marketing telles que Mailchimp ou différents outils de nature diverse. Vous voyez par exemple qu'au niveau RH, on peut automatiser et créer un workflow avec le déclenchement de la paye et le paiement des payes depuis le même espace grâce à un workflow qu'on va créer et qui est proposé d'ailleurs de manière intégrée. Il n'y a pas que des intégrations natives. Vous avez par exemple la possibilité d'alimenter automatiquement via Zapier votre Mailchimp, votre plateforme marketing, pour récupérer les contacts que vous avez captés à partir d'un formulaire. Vous avez la possibilité d'enrichir des fichiers clients à partir de données issues de recherches, de benchmarks que vous êtes allé réaliser via des réflexions sur les mots-clés. Et puis, vous avez la possibilité, par exemple, d'envoyer toute une série de mails pendant le cycle de vie de votre collaborateur et qui vont être différents justement selon qu'il poursuit ou qu'il s'arrête. Par exemple, un lead ne va pas recevoir la newsletter alors qu'un client, lui, va recevoir la newsletter et peut-être que quand il n'est plus client, qu'il a terminé son acte d'achat, on va lui pousser automatiquement une enquête de satisfaction. Voilà. Je terminais sur le business model Canva pour vous dire qu'en fait, tout est écrit ici, absolument tout, et qu'à partir du moment où vous avez cette carte en tête, on peut commencer à s'amuser et à réfléchir à cette stratégie digitale pour les startups que vous allez mener. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Est-ce que ces envois par profiling n'ont pas tendance à lasser les prospects, Vanessa? En fait, l'envoi… vous êtes toujours là, Vanessa? Ça vaut le coup que je réponde ou pas? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous êtes toujours en ligne? Oui. Alors, est-ce que ces envois par profiling n'ont pas tendance à lasser le prospect? En fait, en marketing, vous avez différents canaux. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de customer centricity et d'omnicanalité. Derrière ces noms barbares, il y a la notion de client, prospect. C'est pour ça qu'on parle d'utilisateur, de customer, de client. Et centricity, ça veut dire qu'on va l'analyser sous toutes ses formes, analyse qualitative, analyse quantitative, pour identifier des informations qu'on va utiliser pour des recherches approfondies et augmenter sa base de prospection. En fait, le Customer Centricity, il est vraiment très axé sur la prospection commerciale à travers plein de processus qui sont centrés. Par exemple, la relation client va permettre d'améliorer un certain nombre de choses. Alors, si on est uniquement sur la prospection commerciale, votre prospect, effectivement, il peut être lassé s'il ne reçoit que des mails de votre part. Ça veut dire que vous avez une vision des canaux. Je reviens sur mon business model. Vous avez eu, là, dans Channel, ça veut dire canaux d'acquisition. Vous avez eu un seul canal d'acquisition. Effectivement, si vous envoyez trop de mails, la personne va être perturbée, voire ça va envoyer un mauvais signal à votre serveur et potentiellement, vous allez être banni, donc vous n'allez plus pouvoir envoyer de mails ou vos mails vont être automatiquement spammés par vos utilisateurs. C'est très grave. Mais vous n'avez pas que l'outbound marketing. Dans l'outbound marketing, vous n'avez pas qu'un seul canal. Le mail est un canal, le SMS est un canal. Et par exemple, envoyer des notifications à des moments clés de la vie d'un prospect,
en vous disant « Attention Mathieu, est-ce que tu peux rappeler telle ou telle personne ? Attention Vanessa, est-ce que tu peux rappeler telle ou telle personne parce qu'il est à un moment clé de son existence ?» pour justement engager une conversation qui est purement qualitative et être là vraiment dans la vente. Ça, c'est tout à fait possible. Donc le mail, c'est un canal qui est en général le premier par lequel on démarre. Je vous le disais en introduction, il est saturé. Effectivement, le SMS l'est moins. Potentiellement, vous avez aussi des choses telles que la publicité Google. La publicité Google, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, c'est aujourd'hui des canaux d'acquisition avec leurs propres analytics. Alors, si je vais un cran plus loin, ça veut dire que si vous utilisez Google, c'est pareil, vous avez de multiples campagnes possibles. Google Ads, vous avez l'analytics Google Ads, Google Publicité, vous permet en fait d'avoir des publicités très ciblées en fonction des habitudes de vos consommateurs. Par exemple, ça va déclencher une publicité quand une personne a été identifiée comme intéressée par un mot-clé que vous avez positionné. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai rencontré une start-up il y a peu de temps, une jeune femme qui créait une marque de vêtements. Elle créait des jupes plissées coréennes. Et son enjeu, évidemment, c'était de cibler les personnes qui étaient intéressées par les cultures asiatiques pour leur pousser en fait ce type de robe qui est assez rare en Europe et leur proposer en fait son expérience. Donc on est sur une personne qui est sur une niche, évidemment elle a assez peu de données au démarrage. En revanche, Google, lui, en a beaucoup, parce que Google référence toutes les recherches, 90% des recherches mondiales. On sait que c'est un moteur de recherche omnipotent. Casser Google, ça reviendrait en fait à casser le net d'ailleurs. Donc à partir du moment où Google identifie que vous avez fait une recherche sur par exemple la maison du Japon, parce que vous êtes fan d'exposition et que la culture asiatique vous intéresse, pouf, vous allez potentiellement être ciblé par cette personne. Et vous allez recevoir une publicité display sous la forme d'une image qui va apparaître à droite dans une colonne en vous proposant d'aller acheter pour vous, votre épouse, pour moi, ce serait pour mon épouse ou pour vous, des robes coréennes. Vous voyez ? Donc, c'est cet algorithme, cette intelligence artificielle que nous propose Google aujourd'hui qui permet à des toutes petites boîtes de faire du big data et d'utiliser en fait à travers des informations de nature qualitative des reciclages potentiellement extrêmement puissants en passant par des bases de données intermédiaires. Google a sa propre base de données et en fait à travers son éditeur de publicité, il va vous permettre d'y accéder. Voilà. Donc il y a d'autres modalités, par exemple vos prospects peuvent interagir sur les réseaux sociaux et vous savez que sur les réseaux sociaux c'est pareil, il y a plusieurs moyens d'interagir. Il y a le message privé, il y a le message public, il y a l'interaction publique, il y a l'appel à en utilisant un arrobas, il y a l'indexation d'un sujet, il y a l'utilisation des groupes. En fait, on a une batterie de canaux d'utilisation qui implique quand même pas mal de maturité pour comprendre comment on va créer une campagne avec un bloc automatisé qui vous permet en fait de ne pas vous épuiser et un bloc qualitatif. Voilà. Alors Google Ads, en fait, c'est un canal parmi tant d'autres. Vous avez les réseaux sociaux, par exemple, sont un canal. La difficulté, c'est aussi le montant que vous souhaitez définir dans vos campagnes. Le reparamétrage des campagnes, ça reste un outil quand même assez complexe. Voilà. Est-ce que ça répondait à votre question ? Bon, bah super. Super, donc vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de limite à la créativité et qu'on est dans un monde où vous avez finalement deux grandes compétences dans les startups. La création d'un contenu intéressant, intelligent, adapté à vos cibles. Et en l'absence de données, vous pouvez partir justement des personas, et souvent les personas, vous les connaissez parce que c'est des gens qui vous ressemblent. Donc classiquement, une entreprise se crée sur quelque chose qu'elle maîtrise, une passion qu'elle a, et qui va permettre en fait ensuite de travailler avec des prospects qui lui ressemblent. Et progressivement, vous allez voir apparaître des schémas de consommateurs qu'on va appeler segments ou personas, qui vont être différents et être attirés éventuellement par des gammes différentes si vous étoffez vos offres. Après, il n'y a pas de limite à la créativité sur la captation de ces informations, ni sur leur retraitement. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parlait d'envoyer un mail, et vous pouvez envoyer un mail avec un contenu
contenu écrit, vous pouvez envoyer une vidéo avec par exemple Digital Billard, vous pouvez envoyer un SMS, vous pouvez envoyer une demande de proposition de rendez-vous, vous pouvez envoyer un bon de réduction qui va vous permettre de capter la personne sur une autre page qui, elle, va vous permettre de remplir un formulaire et donc d'alimenter votre base de données. Vous pouvez donner un QR code qui va permettre de capter l'intérêt de quelqu'un et de le rediriger vers un formulaire. Vous pouvez proposer des interviews en ligne sous la forme de concours qui permettent de gagner quelque chose. En fait, il n'y a pas de limite finalement. La seule limite, c'est l'imagination. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère avoir répondu aux questions. À très bientôt.